Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à Denis Bruckmann de m'avoir introduit. Donc, je voulais dire que j'étais une amie de Serge qui m'a demandé d'être pilote dans l'hommage qu'il lui est rendu aujourd'hui et ce que je m'apprête à faire avec le plus grand plaisir. Nous sommes... oui. Mais je vous en prie, c'est tout le héros du jour, mon ami. Oui, voilà, parce que l'idée quand même, il faut remercier plus précisément beaucoup de gens qui ont contribué à cette journée. Alors, si je le fais en fin de journée, il y aura des gens qui seront déjà partis, et puis voilà, peut-être on aura pris du retard, il n'y aura plus le temps et tout. Donc voilà, évidemment, en plus de Madame Laurence Angèle, présidente, et Monsieur Denis Bruckmann, le directeur général, je tiens à remercier Madame Pascaline Sartel, directrice du département d'audiovisuel, Monsieur Patrick Belaubre, qui est délégué à la communication, Madame Claire Séguré, en charge de la communication digitale, et puis bien sûr Madame Héloïse Conesa, qui est conservatrice du patrimoine, responsable de la photographie. C'est elle qui a recueilli donc mes photographies. Vous pouvez en voir quelques-unes dans le hall d'entrée. Et puis Monsieur Jérôme Villeneuve, qui lui a recueilli mes manuscrits, notamment vous avez des documents autographes de la 4e de couverture de Tintin chez le psychanalyste. Et puis je remercie pour la réalisation du film que vous verrez ce soir, 2 personnes appartenant à la BNF, d'autres seront remerciées ce soir, mais c'est Madame Florence Aubin-Groins et Monsieur Pierre Ajavon. Et puis pour l'organisation de cette journée, Madame Muriel Couton, Monsieur François Nida, du service des manifestations culturelles. Vous voyez, il faut beaucoup de monde pour organiser une journée comme ça. Sans oublier Monsieur William Niconnet, régisseur général des manifestations et des auditoriums, et bien sûr son équipe, et l'ensemble du service juridique de la BNF, qui est intervenu notamment par rapport au film, et précisément Monsieur Harold Godin et Monsieur Victor Musitelli. Sans oublier Madame Nathalie Lelon pour l'organisation du cocktail dont certains vous bénéficieront. Enfin, j'ai une pensée pour tous les membres des associations qui ont œuvré d'une façon ou d'une autre, voilà, je vais intervenir ce soir, à la réussite de cette journée, et puis évidemment pour tous les membres de la BNF qui ont donné de leur temps pour que cette journée puisse se dérouler le mieux possible. Voilà, vous voyez, j'ai tout écrit pour être sûr de ne rien oublier, et je vous souhaite donc à tous une belle après-midi. Voilà, en introduction, je me suis demandé comment je devais prendre les petits dessins que Serge avait fait en regard de mon nom. Mais bon, je n'ai toujours pas trouvé, je me suis dit, c'est pas le sujet. C'était les regards croisés. Donc voilà, donc je disais, nous nous sommes rencontrés au début des années 90 au sein de Gentimage, donc que je préside et anime depuis longtemps maintenant. Il s'agit d'une association, pour ceux qui ne le savent pas, fondée en 1954, mais il y a beaucoup de membres de l'association aujourd'hui, je les remercie d'être présents, qui, entre autres activités, décerne les prix Niepce et Nadar, avec le soutien infaillible, Denis Bruckmann l'a dit, de la Bibliothèque nationale depuis 65 ans. Donc je profite de ce moment pour vous remercier, cher Denis, ainsi que toutes les équipes de la ABN, et plus particulièrement le département des estampes et de la photographie, dirigé par Sylvie Aubenas, avec un petit clin d'œil à Héloïse Conesa qui est parmi nous. Donc Serge est intervenu de nombreuses fois lors des colloques de Gentimage pour apporter sa réflexion et ses idées sur la valeur des images, qu'elles soient mentales ou photographiques. En plus de l'amitié, ce qui nous relie, c'est la passion des images et de la photographie, vous l'aurez compris, mais aussi le choix de mettre l'humain et la création au cœur de la vie. Nous partageons également le goût de la gaieté et de l'humour, dont Charlie Chaplin disait qu'il renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé mentale. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous allons commencer cet après-midi de regard croisé sur Serge, par un éclairage sur les secrets de famille, auxquels il a consacré beaucoup de recherches et de publications. J'invite pour cela ses amies Elisabeth Darchy et Chantal Diamante à venir le rejoindre sur l'estrade. Et je profite de ce petit moment d'installation pour vous signaler que la journée se terminera à 19h par la remise de la Légion d'honneur à Serge par François de Saint-Guy, dans cette salle, après la projection du film Tisserand en quête de Serge. Et enfin, petit détail pratique, n'oubliez pas de rallumer vos portables ce soir en quittant la BNF.
Donc, à vous, vous devez avoir des micros. Voilà, tiens. Vous en avez un chacune? Non? Alors on va les faire ici comme ça. Voilà. Et c'est à vous, donc avec le timing. Voilà, bah écoutez, je suis très émue de faire cet hommage à notre ami Serge et je vais traiter un peu en quelques minutes de cette approche concernant les secrets de famille. D'abord, je vais faire un petit rappel. Jusque dans les années 70-80, on parlait peu des secrets de famille. Ça n'intéressait personne. La psychanalyse a loupé le coche des secrets de famille, soulignait Serge. Et il y avait pourtant eu des précurseurs, style Ferenczi, qui avait parlé des traumatismes, des confusions générationnelles et des impacts sur la génération suivante, dans la confusion des langues. Il y avait eu d'autres personnes, d'autres psychanalystes, comme Nicolas Abraham, Maria Torok, mais qui eux-mêmes avaient été rejetés. Et c'est vrai que pourtant ils avaient apporté des conceptualisations fabuleuses sur les effets fantômes, sur l'impact des traumatismes, des secrets, de la maladie du deuil. Et c'est vrai que ces auteurs avaient été aussi rejetés par la psychanalyse. Une psychanalyse sûrement frileuse, on pourrait dire, un peu une monade close, fermée un peu sur elle-même. Peut-être cette psychanalyse qui est tant critiquée de nos jours, et peut-être pas celle nouvelle, novatrice, dont on voudrait parler aujourd'hui. Et puis, on pourrait dire comme Zorro est arrivé, Serge est arrivé dans les années 80, avec tous ses travaux à partir des BD, vous avez vu que les images avaient un inconscient, parlaient. Et dans les années 80, moi-même, j'avais lu ses ouvrages, Tintin et le psychanalyste, Tintin et les secrets de famille en 1985, en 1989. J'étais subjuguée par ces ouvrages, moi-même qui travaillais en périnatalité sur le temps de la transmission des héritages psychiques à l'arrivée d'un bébé. C'est vrai que c'était tellement éclairant. Mais on pourrait aussi souligner que le grand mérite de Serge, ça a été de rendre accessible au public aussi tous ces effets pathogènes des secrets d'une génération à l'autre. Alors bien sûr, il nous a apporté encore des ouvrages merveilleux, Secrets de famille, mode d'emploi, combien je l'ai conseillé, je vais dire des dizaines et des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois, son ouvrage sur la honte, des ouvrages plus professionnels, des ouvrages beaucoup plus accessibles au public, et plein d'autres. Et ces approches, en fin de compte, s'appuyaient sur les travaux de Nicolas Abraham et Maria Torok, qui avaient donc montré comment des incorporations produisaient des effets de hantise dans les générations, des effets fantômes. Mais Serge a approfondi toute cette approche-là et l'a rendue accessible au grand public. Alors c'est tout naturellement que, s'intéressant aux souffrances dans la famille, aux traumatismes de génération en génération, Serge a été un des fondateurs de plusieurs sociétés de thérapie familiale, Chantal va nous en parler, auprès de son ami Gérard de Cherf, mais aussi un des fondateurs de l'association Nicolas Abraham et Maria Torok, aux côtés de son ami Claude Machin, qui a été président pendant de nombreuses années et auquel j'ai l'honneur d'avoir succédé. Pour terminer, on pourrait reprendre alors beaucoup de choses d'aspect théorique, je ne sais pas si on va en parler là, mais je voudrais dire encore grand merci à Serge au nom même de la société, parce que combien de familles il a aidé, combien de sujets, combien de symptômes il a pu dénouer, apaiser, et j'oserais même dire un grand merci de la part des générations ultérieures, des générations futures, où là, il a apaisé tellement de choses à venir. Donc même les générations qui ne sont pas là, te remercie. Bon, je pourrais encore développer beaucoup de choses, mais peut-être tu voulais compléter aussi dans un dialogue. Oui, tout à fait. Alors, tu as cité Claude Machin, qui hélas ne peut pas être aujourd'hui avec nous pour des raisons de santé, mais qui a été un accompagnateur pour moi
très méticuleux, très consciencieux, c'est-à-dire que des fois mes idées partaient un peu dans tous les sens, alors tant mieux d'ailleurs. Et donc du coup, lui, il me disait non, ici, voilà, ça a telle conséquence, et là. Donc en fait, dans mes premiers livres, de moins en moins après, mais dans mes premiers livres, il a vraiment joué un rôle important comme un premier public privilégié. Voilà. Et encore une fois, je regrette beaucoup qu'il ne puisse pas être là, et il aurait voulu, mais ça lui était impossible. Alors, autour des travaux de Nicolas Abraham-Mariatorok, alors j'ai été à la fois, il faut quand même le dire, en continuité avec Nicolas Abraham-Mariatorok et en rupture avec Nicolas Abraham-Mariatorok. Parce que vous êtes au droit pas. Alors, j'étais en continuité parce que, en effet, il y a les formidables travaux de Nicolas Abraham d'abord, puis Mariatorok ensuite, autour de ce double processus qui marque toutes nos vies et qui finalement résume la psychanalyse, c'est-à-dire dans des situations où tout se passe bien, où les liens sociaux sont agréables, nous introjectons, nous mettons à l'intérieur de nous à la fois des apprentissages et des situations positives qui favorisent les apprentissages ultérieurs et une socialisation ultérieure. Mais quand tout se passe mal, voilà, quand on tombe sur quelqu'un qui nous crie toujours dessus dans un apprentissage, quand on va d'échec en échec, quand on est traumatisé, eh bien le processus est différent, et ça c'est formidable ce qu'ils ont analysé, c'est à ce moment-là une inclusion, c'est-à-dire on garde à l'intérieur de soi les sensations, les émotions, l'amertume, non seulement l'événement traumatique, mais tout ce qui l'a accompagné sur le plan émotionnel. Et donc c'est ces choses-là qu'on garde à l'intérieur de soi qui vont ensuite modifier notre relation avec les autres. Et les travaux de Nicolas Abraham et ensuite ce Mariatorok ont porté essentiellement, mais c'est normal puisque c'était la mode à l'époque, leurs travaux ont porté uniquement sur le langage. C'est-à-dire comment le langage de quelqu'un qui a vécu un traumatisme grave va être transformé autour de ce traumatisme, comment des choses ne pourront pas être évoquées, comment des mots vont être travestis, comment il va y avoir des mots qui vont en remplacer d'autres pour éviter les mots qui pourraient réveiller le traumatisme. Ils ont fait un travail formidable sur le langage, mais pour moi, effectivement, tu l'as très bien dit, moi j'avais baigné dans la bande dessinée, et du coup, j'avais été attentif dans la bande dessinée. Si j'avais fait du mime, d'ailleurs, ça aurait été pareil, mais en fait, c'était de la BD. J'étais attentif à tout ce qui n'est pas le langage parlé écrit, c'est-à-dire les attitudes, les gestes, les mimiques, tout ce qu'on raconte avec le corps. À l'époque, c'était pas la mode du tout, ça est venu après. Et c'est là où était ma rupture avec Nicolas Abraham, pas une rupture, mais enfin une continuité, où j'apportais l'idée que les gestes, les attitudes, les mimiques sont un vecteur essentiel des non-dits dans les secrets. Et sur ça, j'ai dit très vite, ce qu'on n'a pas le droit de dire, rien n'empêche de le dessiner, et d'ailleurs c'est ce principe qui m'a servi à faire ce petit dessin, qui n'est pas inventé, il m'est arrivé au moins 2 fois dans ma vie, d'avoir en thérapie des enfants qui dessinaient de manière répétée, itérative, le secret que leurs parents ne leur avaient pas confié, mais qu'ils avaient deviné et qu'ils redessinaient comme une façon de continuer à garder la question vivante, ou peut-être de m'apporter la question à moi, leur thérapeute. Je ne peux pas dire qu'ils le dessinaient tout le temps quand on était seul chez vous, mais en tout cas en thérapie, ils le dessinaient toujours, peut-être comme une question qui m'était adressée, du genre, ma mère ne me répond pas là-dessus, peut-être toi tu me répondras. Voilà, et donc ce que j'ai apporté, c'est en effet cette idée du geste, des attitudes, des mimiques, et finalement du corps, puisque très vite, dès 1985, je me suis dit, voilà, il y a du langage parlé écrit, il y a des images, qui à l'époque n'étaient pas très bien vues, mais fondamentalement, il y a du corps, il y a des gestes, des attitudes mimiques, voilà. Oui, puis alors tu as apporté tellement d'autres choses sur les conceptualisations, toutes ces cryptes qui suintent, oui. Comment ça fait ricochet de génération en génération, comment une première génération, l'indicible qui ne peut pas se dire, devient de l'innommable, il ne peut même plus se nommer, et puis par la suite de l'impensable, qui ne peut même plus se penser. Tu as travaillé sur ces filiations-là, des traumatismes et des secrets, et tellement de choses. Il faudrait une journée entière, et encore, en plus, plus encore. Il faut voir avec M. Denis Potman, ça. Oui, j'ai essayé de... Si vous voulez, c'est un peu toujours comme ça que j'ai travaillé. C'est-à-dire que des fois, j'ai des trucs, ça me tombe des mains. Bon. Puis des fois, j'ai des trucs, je me dis, mais ça cloche, quoi. Je veux dire, je comprends pas, c'est compliqué, je comprends pas. Alors quand je comprends pas, j'essaye de comprendre. Puis quand je commence à comprendre, je me dis, peut-être ça pourrait profiter à d'autres. Donc c'est ce qui s'est passé parce que Nicolas Abraham, Mariatorok nous ont laissé un livre formidable sur l'écorce et le noyau, mais la plupart des gens l'arrêtent en cours de route parce qu'il est très difficilement compréhensible. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lu avec passion parce que
c'était le premier livre qui m'éclairait vraiment sur les conséquences de ma famille, sur mon propre fonctionnement mental. Ma famille avait beaucoup de secrets, mais je n'avais jamais trouvé un outil théorique pour les aborder, donc je me suis dit c'est formidable, mais je me suis dit en même temps c'est trop inutilement compliqué. Ce qui, à l'heure des charges, est compréhensible, hein, puisque quand on crée quelque chose, il est très difficile de le créer avec clarté. C'est souvent les gens qui viennent après qui vont le reprendre, qui vont le clarifier. Donc c'est le travail que j'ai fait avec le REP en ajoutant l'aspect que j'ai dit tout à l'heure. Et on te connaît donc comme le psychanalyste le plus prolixe sur le thème des secrets de famille. Et tout un chacun maintenant, même dans ma clientèle, les gens évoquent Tisseron avant que j'en parle. Merci. On va maintenant passer la parole à Chantal Diamante. Alors par contre, je commence, c'est une grande histoire. Je connais Serge depuis maintenant 25-30 ans, on ose le dire. Je suis membre fondateur avec Serge et d'autres, comme Gérard de Cherche, que nous avons, Elisabeth en a parlé tout à l'heure, et Alberto Heger, mais aussi Anne-Marie Blanchard. Nous étions membres fondateurs de la Société de thérapie familiale psychanalytique d'Île-de-France, un grand moment de création. Je crois qu'il y a eu comme ça beaucoup de moments de création et de créativité, surtout dans ta vie. Et il y en aura d'autres, très certainement. C'est à partir du fait que je sois aujourd'hui encore présidente de la Société de thérapie familiale, psychanalytique d'Île-de-France, que je voudrais partager avec vous très brièvement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, Elisabeth en a beaucoup parlé, mais ce qui m'avait particulièrement intéressé dans les travaux de Serge, tous ces écrits qui sont encore, et ont été, mais sont encore très importants dans la pratique clinique, c'est tout ce que tu as pu formaliser, éclairer sur la question de l'espace transitionnel dans les thérapies familiales psychanalytiques. Alors l'espace transitionnel cher à Winnicott, mais aussi ce qui t'est cher à toi, et de pouvoir imaginer qu'une des premières fonctions presque de la mise en place du cadre, c'est d'avoir ce souci de faire la place à la transitionnalité. C'est-à-dire que la transitionnalité, en quelque sorte, c'est ce qui va permettre à la famille de transformer ce qu'elle apporte, et évidemment aux thérapeutes aussi, d'être là pour aider à la transformation. Donc c'est vraiment une des références, il me semble assez incontournable, de tes travaux et aussi de ta clinique que tu as su nous partager et qui reste encore très présent aujourd'hui avec toute cette rigueur qui t'honore, qui est la référence au concept psychanalytique des fonctionnements groupaux inconscients, mais particulièrement ceux de la famille. Hein, et ça n'a pas... Tu n'as pas dérogé à cette règle-là, et elle est encore tout à fait vivante aujourd'hui. Et puis, il y a encore beaucoup d'autres choses que tu nous as fait partager. C'est que je crois aussi que cet espace, oui, la transitionnalité, l'utilisation adéquate de l'espace transitionnel, je pense aussi que tu l'as eu pour toi-même, et que c'est comme ça que cette créativité est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Parce que c'est un espace qui est transportable, transformable, et qui défie les lois de la gravité, et qui reste virtuel, non? Alors, il y a d'autres travaux qui nous ont accompagnés, bien sûr, et notamment, je pense que tu en diras quelque chose, ce que tu as appelé l'extrémité. L'extrémité que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, alors je ferai... voilà, je ne partagerai pas les résistances ici, mais il y en a eu beaucoup, et je ne comprenais pas ce que tu avais à en dire, et puis je me suis dit que peut-être que cette notion d'extrémité, les liens que peuvent tisser l'extrémité avec celle de l'empathie, finalement m'ont intéressé. Ce que tu avais appelé l'empathie relationnelle, je crois. Hein. Et il va nous expliquer tout ça mieux que moi. Mais je me disais qu'en fait, une illustration de cette extrémité, c'est cette journée aussi. C'est cette journée. La construction de cette journée peut être illustratif de ce que tu as appelé l'extrémité.
Et puis encore, on avance un petit peu dans le temps, c'est les années 90-2000, j'ai eu le plaisir de pouvoir être associée directement à une recherche que tu as initiée et portée, qui était sur l'impact de la violence des images sur les enfants, et qui a été publiée chez Armand Collin sous le titre « Enfants sous influence ». Alors cette recherche a eu le mérite d'être cofinancée par plusieurs ministères, bon, je ne les cite pas tous, mais c'était assez exceptionnel, je crois même unique, mais bon, je ne sais pas trop. Tu as fait plusieurs observations, mais celle qui est pour moi une des plus importantes, c'est effectivement ce que tu peux dire sur que la prédominance du groupe, non, du fonctionnement groupal dans les réactions des individus face à l'image, et ça tu le développeras. Et d'ailleurs, ça a permis, dans cette lignée, je pense, de tous tes travaux qui ont pris la relève sur la règle des 3-6-9. Hein, ça, tu peut-être en diras encore quelque chose. Et puis, je continue encore un tout petit peu, et il y a quelque chose qui s'est imposé comme ça à moi, en pensant à cette journée, à tous tes travaux. Je me suis dit qu'en fait, tu étais très très proche de la notion d'élan vital de Bergson, qui est un philosophe. Et je me suis dit que nous, les psychanalystes, nous parlerions de pulsion de vie pour exprimer ce concept, en tout cas pour se rapprocher. Et cet élan vital que tu portes, Bergson la développe et il dit que c'était aller à l'aventure, une chose comme ça. Ce serait quelque chose qui viendrait s'inventer sans cesse, toujours quelque chose en mouvement, et peut-être même une manière de ne pas regarder en arrière, sans déni bien sûr de ce qui se passe derrière, mais de vivre l'instant présent dans un étonnement permanent. Alors, je crois que cet élan vital qui t'anime, qui ne peut pas se départir de la notion d'intuition qui t'a habité, eh bien, je dirais que, et je me permets de te dire que ta sensibilité intellectuelle, artistique et éthique ont perçu que la vie, in fine, ne pouvait déboucher que sur l'émerveillement. Merci. Un grand merci Chantal. Il y a beaucoup de vrai autour de l'émerveillement. C'est sûr, on en parlera un peu plus tout à l'heure par rapport à la photographie, hein, mais la manière dont j'ai découvert une autre façon de photographier avec Bernard Plaussure, on en parlera tout à l'heure, était justement une manière, j'ai découvert avec lui une manière de pouvoir faire en sorte que cet émerveillement trouve une traduction dans le corps et dans l'image, mais d'abord dans le corps. Voilà, donc merci pour son émerveillement. Et puis sinon, tu as parlé de l'extimité. Alors oui, l'extimité, c'est tout simplement ce mouvement qui porte chacun d'entre nous à rendre public certains aspects certains aspects de soi qu'on a jusque-là gardés pour soi. Par exemple, j'écris des poèmes, voilà, mais je n'ose les montrer à personne, je fais de la musique, je n'ose les montrer à personne, j'ai une idée, je n'ose pas en parler. Et puis il y a un moment où on décide ou pas, mais enfin je pense qu'il faut décider de s'en ouvrir à des proches et puis à un cercle de plus en plus large, où aujourd'hui, grâce à Internet, s'en ouvrir éventuellement tout de suite à un cercle très large, mais toujours l'idée que c'est un désir chez l'être humain de ne pas rester tout seul avec ce qu'il a dans la tête, de partager du sens, toujours l'idée du lien social, l'idée du groupe, et le fait que ce partage, ce mouvement de rendre public en quoi consiste le désir d'extimité, c'est un mouvement auquel nous porte le désir d'une reconnaissance, le désir d'une meilleure estime de soi, et puis le désir d'un élargissement de son lien social. Donc quête d'estime de soi, élargissement du lien social, voilà, c'est les deux moteurs du désir d'extimité. Alors on peut être déçu en passage, mais qui ne tente rien à rien, c'est-à-dire qu'à toujours craindre d'être déçu des réactions de l'environnement à ce qu'on produit, on finit par se replier sur soi-même. Donc dans le désir d'extimité, il y a un risque, il y a une prise de risque. C'est ça que j'ai toujours dit, c'est pas l'exhibitionnisme, parce que l'exhibitionniste, c'est un cabotin répétitif, il se contente de montrer et de remontrer encore la partie de son corps, ou éventuellement ressortir toujours les mêmes plaisanteries, chanter toujours les mêmes chansons, les choses dont il sait que l'effet en est assuré.
mais dans le désir d'extimité, on n'est sûr de rien, c'est une prise de risque. Puis c'est pas non plus une intimité partagée, parce que des gens m'ont dit, mais pourquoi aller chercher le mot d'extimité, c'est une intimité partagée. Non, parce que dans le partage, il y a réciprocité. Or, dans le désir d'extimité, je peux montrer des choses de moi, c'est pas pour autant que les autres vont montrer des choses d'eux, les mêmes. J'écris un livre mort de honte, j'attends pas de tous les lecteurs qui m'envoient des courriers en me racontant leur honte. Certains le font d'ailleurs, certains le font, parce qu'ils ont envie d'établir une réciprocité, un partage, mais dans le désir d'extimité, il n'y a pas cette préoccupation du partage, pas dans un premier temps. Voilà. Et puis alors ça rejoint évidemment la question du groupe. Oui, tu as raison. Alors cette recherche 1997-2000, ministère de la Culture, ministère de la Famille et ministère de l'Éducation nationale, ça c'était la totale. Et donc l'idée de cette recherche, c'était de ne plus s'en tenir dans l'impact des images aux réactions individuelles. C'est-à-dire il y avait déjà beaucoup de littérature, de genre on montre telles images à des enfants, ça induit telle attitude ou telle réaction, ou voilà, ils ont des représentations plus agressives. Voilà. Je me suis dit, mais personne ne vit tout seul dans son coin avec les images qu'il voit. Donc il faut vraiment impliquer la dimension du groupe. Donc du coup on a mis en place un protocole extrêmement lourd, auquel Chantal a beaucoup contribué pour la partie groupale, consistait à avoir 2 cassettes vidéo, donc de programmes identiques, pris dans le journal télévisé, fiction, actualité, voilà, dessin animé, et donc 2 programmes, l'un d'images à peu près neutre, et l'autre d'images extrêmement violentes. On en trouve à l'appel, y compris au journal télévisé, dans les programmes pour enfants, un peu de peine. Et donc avec ces 2 cassettes, on allait dans des écoles, puis on montrait soit l'une, soit l'autre aux enfants réunis dans un espace collectif. Et puis après, c'était là où c'était très lourd. Chaque enfant était pris par un psychologue individuel, rodé à la pratique de la thérapie individuelle et à la pratique des tests. Et chaque enfant, donc, était interrogé. Il y avait on établissait une sorte de cartographie de la manière dont il avait perçu ces images. Et aussitôt après qu'ils avaient été vus par le psychologue individuel, tous les élèves étaient regroupés par groupe d'une 10-15, et là, on les invitait à de faire du jeu de rôle. Et donc l'idée, c'était de voir s'il y avait une corrélation entre la manière dont ils avaient intimement vécu les images et l'impact possible sur leur comportement. Et ça, c'était très novateur parce que, vous voyez, ça introduisait tout de suite la dimension, ça introduisait d'emblée la dimension du collectif. Et il y avait des enfants qui étaient très bouleversés, mais qui n'avaient pas du tout de comportement, très bouleversés par la violence, mais qui n'avaient pas de comportement apparemment violent ou de victimisation, qu'il y en avait d'autres qui semblaient peu marqués dans l'entretien individuel, mais qui avaient des réactions tout à fait inattendues. Et puis il y avait une grande différence garçon-fille, et ça c'était alors il n'y avait pratiquement pas de différence sociale à cet âge-là, 10, 11, 13 ans, on ne veut pas dire qu'il n'y en ait jamais, mais en tout cas sur les 11, 13 ans, il n'y avait pas de différence sociale sur ce point de vue-là. Grosse différence sur les filles qui continuent à m'impressionner, c'est que les filles qui étaient très bouleversées, qui apparaissaient manifestement comme très bouleversées pendant l'entretien individuel, dans le jeu de rôle, si les situations de jeu de rôle ne tournaient pas autour d'événements violents, elles avaient plutôt un rôle de conciliatrice. Et si au contraire le jeu de rôle tournait vers des situations trop violentes, elles basculaient complètement du côté de la violence. C'est un comportement féminin qui semblait non pas obéir à une seule règle, mais qui semblait obéir à 2, c'est-à-dire une injonction d'avoir un rôle plutôt de médiatrice, de calmer le jeu, éviter les conflits, mais aussitôt que un degré de violence trop important était franchi, elle basculait complètement dans des comportements aussi violents, voire même plus violents que les garçons. Ça, c'était un résultat impressionnant de la recherche. Donc c'était Chantal Diamant qui avait pensé, géré, organisé toute cette partie activité de groupe. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, le temps d'une question ou pas? Est-ce que tu... Sinon, oui, si vous avez... voilà, vous avez Sylvia ici qui a un micro. Donc si vous êtes intéressé par voilà, une réaction que vous voulez faire partager, puisque le timing m'autorise à vous y autoriser. Donc...
Non, on continue. C'est toujours difficile les premières questions. Ça c'est connu, de toute façon. Voilà, pas de prise de parole. Sur l'espace transitionnel. Alors juste une minute, le micro va venir, c'est à vous. Faites bien attention, tout pour être retenu contre vous, on est enregistré. Donc, On m'entend ? mais très bien. Vous avez évoqué, Chantal Diamante, la possibilité que Serge Citron utilise l'espace transitionnel comme son espace transitionnel à l'intérieur de lui. Et cette question m'intéresse énormément. Et je voulais que vous développiez un petit peu ça. Vous avez parlé d'espace aussi de création, si j'ai bien compris. Et ça me parle beaucoup, je suis artiste plasticienne et cet espace transitionnel qu'on se crée à l'intérieur de soi, m'intéresse énormément. Je voudrais en entendre un petit peu plus, s'il vous plaît. Qui répond ? Je vais dire juste deux mots, puis Serge ne va pas sûrement en dire encore, mais ce que je voulais souligner, c'est l'énorme potentiel de cet espace transitionnel. En fait, dans la question de la thérapie familiale, il s'agit de pouvoir proposer un cadre dans lequel on peut jouer. Et en fait, jouer, c'est transformer. Et l'espace transitionnel nous donne aussi un autre rapport à l'objet, puisque l'objet est bien au-delà, en deçà, en tout cas, il est toujours autre que celui qui est proposé. Alors quand on est avec ce cadre interne de référence et qu'il est transportable, on l'a en soi, ça donne d'abord beaucoup de sécurité, beaucoup d'humour, beaucoup de créativité, puisqu'on a la capacité de transformer, y compris dans des situations qui peuvent être des situations angoissantes, puisque c'est un espace qui va venir, qui n'est non anxiogène, donc il va venir élaborer éventuellement l'agressivité, les angoisses, il va venir les transformer, suffisamment en tout cas, les transformer pour qu'elles puissent être supportables. Et je crois que la manière dont Serge regarde le monde, en tout cas regarde les concepts psychanalytiques, regarde ce qui l'entoure, me donne à penser que cet élan vital-là est aussi en lien avec l'émerveillement et la question de la transitionnalité. Oui, il y a une activité imaginée par Winnicott qui est une formidable illustration pour moi de l'espace transitionnel, c'est le fameux Squiggle Game, le jeu du gribouillis. À tour de rôle, l'enfant gribouille, et l'enfant commence par gribouiller, le thérapeute complète le dessin pour donner un sens, et puis le thérapeute fait un gribouillis et l'enfant complète pour donner un sens. Et voyez, moi, je pense qu'il faut vraiment considérer le monde et ce qui nous entoure et ce qu'on entend comme une boîte à outils. C'est-à-dire qu'il faut transformer sans arrêt les informations qui nous arrivent et les transformer comme dans le jeu du Squiggle, c'est-à-dire les transformer en lien avec quelqu'un. Voilà, je t'entends, voilà comment je le comprends. En général, quand j'ai le temps, je demande toujours aux gens comment ils ont compris ce que je leur ai dit, parce que souvent on a des surprises, c'est normal. C'est parce qu'ils le gèrent à leur manière, mais ils le gèrent dans leur propre espace de transformation personnelle. Et dans l'espace transitionnel, il y a la possibilité de partager cette transformation. Il faut bien aussi que l'espace transitionnel, il est doublement transitionnel. Transitionnel entre soi et l'autre, entre soi et le monde, et puis aussi il est transitionnel dans la durée. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter de transformer. Dès que vous arrêtez de transformer, vous n'êtes plus dans l'espace transitionnel. J'ajouterais même que, il y a le thème de la création qui est derrière, mais tu parles souvent aussi d'élargissement. L'élargissement de soi, l'élargissement, et l'autre aussi qui s'élargit, comme une des rencontres qui enrichissent aussi tout ça. Oui. Merci. Merci. Merci à vous deux. Pardon. Une dernière question. Ai-je bien compris jusqu'à 13 ans? Attendez le micro qui vous arrive. Oui, merci. Ai-je bien compris, excusez-moi, donc jusqu'à 13 ans, une fille est une fille et un garçon est un garçon. Donc vous n'allez pas dire. Bon, alors, excusez-moi, mais là, je pense qu'on va... C'est pas ça du tout. On a ouvert la boîte de Pandore. Non, c'est pas la boîte de Pandore. Peut-être madame fait allusion à une activité que je crée qui s'appelle le jeu des trois figures. Et comme c'est une activité théâtrale, eh bien, il est prévu que les garçons peuvent jouer le rôle des filles et que les filles peuvent jouer le rôle des garçons. Mais rien d'autre n'a jamais été dit.
Voilà, en tout cas, merci à toutes les deux. Et j'invite maintenant, oui, on peut les applaudir si vous le souhaitez.